Ministre des Affaires étrangères du Liechtenstein. Et à présent, je donne la parole à son Excellence Wilfred Erlington, ministre des Affaires étrangères et du Commerce extérieur du Belize. Mr. President, Monsieur le Président, permettez-moi d'emblée de vous féliciter pour votre accession à la présidence de la 70e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Je puis vous assurer le soutien et la coopération sans faille du Belize. Il est tout à fait opportun que l'on m'accorde le privilège de m'adresser à cette Assemblée à l'occasion de la Journée internationale de la non-violence. Le thème 70e anniversaire de l'ONU, l'action en faveur de la paix, de la sécurité et des droits de l'homme, suscite la question de savoir si les Nations unies, telles que constituées actuellement, sont capables de relever le défi qui consiste à offrir au monde la protection dont il aura tant besoin dans les années à venir. Une protection que le monde attend des Nations unies. Si les événements qui ont suscité la création des Nations unies il y a 70 ans sont à bien des égards similaires à ceux de certains événements d'aujourd'hui, on peut affirmer en toute légitimité que le monde de 1945 n'avait pas affronté ou envisagé un phénomène qui pourrait être aussi prolongé et catastrophique que les changements climatiques. Est-ce que cela veut dire que les Nations unies ne sont pas assez souples, n'ont pas la résilience nécessaire pour faire face à ce phénomène si inquiétant et redouté de façon satisfaisante grâce à l'ère de l'information et à la révolution des communications? Les médias omniprésents, médias de masse et sociaux, qui publient de façon incessante des événements inquiétants dans le monde entier de façon instantanée. Les événements mis en exergue dans les médias, pour la plupart, sont ceux qui parlent de menaces multiples, de malheurs et de catastrophes que l'humanité connaît chaque jour. Ces menaces trouvent leur origine dans des causes humaines. Le phénomène accéléré des changements climatiques entraîne la fonte inexorable des glaciers, le relèvement et le réchauffement des océans et des mers, la création de super typhons, d'ouragans, de tornades, d'inondations, de sécheresses, de désertification et de plus déclenche de façon aveugle des conflagrations aux proportions gigantesques. Et de plus en plus, tous ces phénomènes doivent être attribués à une ingérence de l'homme vis-à-vis du système climatique. La violence insensée, les excès des terroristes, des extrémistes religieux, des soldats voyous, de la police et du personnel de sécurité, de ceux qui s'occupent de la traite des êtres humains et du trafic de drogue, de régimes qui brutalement et sans merci massacrent aveuglément leurs propres citoyens et des citoyens d'autres pays parce qu'ils pensent qu'ils représentent un risque actuel ou clair pour eux face à leurs intérêts essentiels. Tout cela représente des menaces créées par l'homme vis-à-vis de toute la population du monde. Néanmoins, parmi toutes ces menaces, la seule qui pose une menace existentielle pour toute notre planète et pour tous les êtres vivants, ce sont les changements climatiques. Des savants éminents ont prévu que les dommages qui seront provoqués à la vie marine du monde et aux écosystèmes, provoqués par exemple par la fonte des glaciers et le relèvement des températures de l'eau de mer, sont incalculables et irrémédiables. Il prévoit aussi qu'un impact analogue sera le sort de la flore et de la faune du monde et des écosystèmes terrestres à la suite des activités de déboisement et de désertification
à grande échelle et aveugle. Une conséquence évidente de ces événements pourrait être notamment une érosion grave de la chaîne alimentaire essentielle pour le monde et l'avènement du spectre de la famine dans le monde entier. Ces événements auront de toute évidence un impact négatif pour toute l'humanité, car nous habitons tous la même planète, nous partageons tous les mêmes besoins fondamentaux, suffisamment d'aliments que l'un de ces besoins fondamentaux. Mais alors que les Nations unies essayent de faire face aux conséquences effroyables des changements climatiques, et l'organisation doit répondre aussi aux aspirations de nos peuples qui veulent améliorer leur situation économique, assurer leur développement économique et social. Au niveau du monde, nous pouvons constater quelques succès en matière d'éradication de la pauvreté, mais la fuite actuelle sans précédent, désespérée et périlleuse de centaines de milliers de personnes qui quittent le Sud toujours appauvri vers les régions les plus riches est un témoignage irréfutable du fait qu'il faut en faire davantage et d'urgence pour les pauvres et ceux qui n'ont aucun pouvoir. Monsieur le Président, il va sans dire qu'à une époque de profonde crise personnelle, par exemple lorsque quelqu'un subit le diagnostic d'une maladie incurable, on ne peut pas ne pas agir sous prétexte que tout est trop cher et on cherche à trouver une façon de guérir pour ce malade. Mais au contraire, on fait des efforts pour chercher quelques médicaments, même si cela veut dire que l'on se ruine dans cette recherche. Étant donné la menace existentielle claire et actuelle que posent les changements climatiques, il est essentiel qu'on traite cette maladie de façon tout aussi urgente, parce qu'elle est tout aussi grave que celle du diagnostic d'une personne qui a une maladie incurable. Il faut traiter cette maladie. Nous devons le faire à la recherche des intérêts acquis de nos peuples. Nous devons leur donner la possibilité d'avoir l'avenir qu'ils méritent. Notre communauté mondiale doit être prête à déployer les ressources nécessaires sans compter ce que cela coûte. Et il ne serait pas sage que les nations plus riches estiment que les contributions faites pour relever ces défis ne sont qu'un exercice de philanthropie ou d'altruisme. Rien ne serait plus loin de la vérité. Ces contributions sont des investissements essentiels pour assurer la survie de notre planète et de tous les êtres qui vivent sur cette planète. Ces contributions sont donc essentielles, dis-je. Tout ce qui vit sur la planète doit pouvoir survivre. Monsieur le Président, certains pays courent plus de risques de façon immédiate pour ce qui est des effets des changements climatiques. Mais ce qui se passe aux Bahamas, comme nous l'avons vu, ce qui se passe en Dominique et ce qui se passe à Vanuatu, nous rappelle de façon incontestable à quel point les petits États insulaires en développement sont vulnérables, ainsi que les États comme mon pays, le Belize, qui ont de longues côtes. Une chose est certaine, c'est qu'aucun pays n'échappera aux effets ravageurs de ces phénomènes. Aujourd'hui, ces pays-là sont sur la ligne de front, mais demain, ce sera nous. Car aucun pays, je le répète, ne saura échapper aux impacts ravageurs de ces phénomènes. Ils ne connaissent pas de frontières, de richesse ou d'absence de richesse. Les leçons de l'histoire sont salutaires. Le Titanic avait coulé. Cet événement nous rappelle que les passagers qui se trouvaient dans les cabines les plus modestes du navire ont été les premiers à périr. Et ce navire géant avait coulé dans les profondeurs de l'océan Atlantique ce jour fatal de 1912. En fait, tous les passagers sur ce navire qui n'ont pas trouvé un canot de sauvetage ont péri, se sont noyés. Même ceux qui se trouvaient dans les cabines les plus luxueuses du sommet du navire
Notre communauté de nations, comme la chaîne proverbiale qui n'est aussi forte que son maillon le plus faible, n'est aussi forte que la plus faible de nos nations. Petits et faibles, ils le sont peut-être, mais des pays comme le mien font partie intégrante de la chaîne alimentaire de l'humanité et de l'écosystème sécuritaire. Tout obstacle imposé à cette chaîne alimentaire et à cet écosystème sécuritaire met en danger la sécurité de toute l'humanité. Monsieur le Président, à l'occasion de leur 70e anniversaire, les Nations unies ont connu beaucoup de progrès pour combattre les changements climatiques et défendre le développement durable. L'organisation a appelé l'attention mondiale sur les changements climatiques, adopté une convention cadre pour façonner une réponse mondiale pour stabiliser les émissions de gaz à effet de serre sans compromettre le développement mondial, a rassemblé un soutien financier, scientifique et technologique pour des pays qui n'en ont pas. Et avec l'adoption du programme à l'horizon 2030 pour le développement durable, l'organisation a marqué une transformation mondiale de la planète en faveur des peuples et de la prospérité. Mais le jury n'a pas encore donné son verdict en ce qui concerne les réalisations de l'ONU. Malgré un attachement mondial à l'idée d'affronter les changements climatiques, nos efforts ont été moins qu'ambitieux. Nous n'avons pas réalisé un régime de succession pour la réduction des gaz à de la réduction des émissions. Et pourquoi n'avons pas obtenu de résultat? Parce que nous n'avons pas la volonté financière et technologique nécessaire pour le faire. Qui plus est, les puissances du monde se sont mis d'accord sur une augmentation de la température mondiale de moins de 1,5 degré par rapport au niveau préindustriel. Mais certains le condamnent. Et certains, pourtant, condamnent les petits États insulaires en développement et les États côtiers. Le pouvoir de communication a frappé le monde avec les appels d'hommes, de femmes et d'enfants qui souffrent d'actes aveugles perpétrés en Syrie, en Palestine, en Israël, au Nigeria, en Ukraine et au-delà. Monsieur le Président, ceci me ramène à la question posée au début de mon intervention en ce qui concerne la capacité des Nations unies à faire face à la menace la plus urgente. Et pour répondre à ces défis mondiaux, le Belize sait parfaitement que les membres des Nations unies, dans leur ensemble, disposent de la richesse et du savoir-faire nécessaires pour faire face à ces événements énormes. Mais nous devons nous engager à travailler avec toutes les parties prenantes, grandes et petites, publiques et privées. Le pouvoir des Nations unies repose sur leur universalité et sur les valeurs consacrées dans la charte de l'organisation. Le Brésil assume ses responsabilités en tant que membre de cette communauté des nations. Nous nous sommes engagés à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour assurer le renversement des changements climatiques, ou en tout cas pour les enrayer. Nous nous sommes joints à nos frères et sœurs des petits États insulaires en développement dans une initiative pionnière qui s'appelle Seeds Docs, afin d'assurer notre transition vers des faibles émissions de carbone et des économies résilientes. Nous allons aussi demander un régime robuste à Paris parce que nous voulons stabiliser les émissions de gaz à effet de serre et nous voulons préserver la planète et assurer le développement durable de nos peuples. Par ailleurs, nous sommes prêts à fournir tout l'appui nécessaire aux initiatives prises par les Nations unies pour que les factions belligérantes en Syrie, en Israël et en Palestine se réunissent autour d'une table afin de trouver des solutions pacifiques à leurs divergences. Et alors, nous sommes engagés à combattre le terrorisme et nous condamnons sans réserve les atrocités perpétrées contre les femmes et les filles au Nigeria par Boko Haram. Nous exprimons notre solidarité au gouvernement nigérian pour tous les efforts qu'il fait pour démanteler les bandes criminelles et pour les traduire en justice. Le Belize soutient les initiatives actuelles pour réformer les Nations unies afin de rendre l'organisation plus représentative
est mieux capable de maintenir la paix et de résoudre des conflits. Nous demandons aux Nations Unies de travailler avec le Taïwan, dont les 23 millions d'habitants sont prêts à contribuer à la solution des problèmes du monde, en passant notamment par l'institution spécialisée des Nations Unies. Nous nous félicitons du soutien unanime en faveur de la décision du Conseil de sécurité qui cherche à mettre un terme à cette résolution qui infligeait des sanctions contre l'Iran sur réception par le Conseil des rapports de l'AIEA. Le Belize se félicite également de la réinstauration de relations diplomatiques entre les États-Unis et Cuba. Nous demandons récemment au Congrès des États-Unis de mettre rapidement un terme à l'embargo si nuisible contre Cuba. Nous demandons aux États-Unis de restituer Guantanamo Bay au gouvernement cubain. Nous demandons aux nations puissantes qui produisent des armes de ne pas vendre des armes à ceux qui les utilisent pour opprimer d'autres ou aux seigneurs de la guerre dans les pays déchirés par la guerre. Monsieur le Président, le Belize a toujours pris très au sérieux la paix, la sécurité et le respect des droits de l'homme. Notre Constitution a pris pour modèle la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1945. La protection des droits et des libertés fondamentales y sont consacrées. Le gouvernement de Belize respecte sans réserve l'état de droit. Le Belize s'efforce également d'être un bon citoyen du monde. À cette fin, nos lois ont repris des normes et qui vont des droits de l'homme au financement. Nous voulons protéger les libertés fondamentales de notre peuple et nous voulons encourager des investissements sociaux responsables dans notre pays. Notre Assemblée nationale a promulgué récemment une loi sur les banques robustes et amélioré les règlements pour ce qui est du registre d'immatriculation des navires, des règlements et des lois, comme l'avait demandé l'OCDE pour ce qui est du secteur bancaire offshore. Notre gouvernement veut réellement améliorer la vie de ses citoyens. Nous investissons des millions de dollars pour améliorer l'infrastructure dans le pays, y compris en construisant et en réhabilitant des écoles, des installations sportives, des hôpitaux et des routes. Nous investissons fortement dans la sécurité routière pour réduire les décès associés aux accidents de la circulation. L'accès aux services de santé a été élargi dans tout le pays. Nous avons facilité l'accès à des crédits dans des conditions favorables en assurant une réduction sans précédent des taux d'intérêt dans tout l'établissement de notre Banque nationale. Le chômage a fortement diminué. Il a diminué de 10%. Et en même temps, nous avons pu avoir l'un des taux d'inflation les plus faibles de la région. Monsieur le Président, le Belize croit fermement à l'intégration et en la coexistence pacifique. À cette fin, nous faisons ce qui est nécessaire pour veiller à ce que la paix et la sécurité règnent dans notre partie du monde. Avec tous les pays d'Amérique latine et des Caraïbes, nous avons désigné notre région comme zone de paix. La communauté des Caraïbes et nous sont solidaires de leurs frères et sœurs de Haïti pour ce qui est de l'impasse en matière de droits de l'homme et dans ses relations avec la République dominicaine. Au Guyana et au Venezuela, nous voulons également contribuer à un règlement pacifique de leur conflit territorial. Au début de l'année, nous avons signé un protocole à l'accord spécial entre le Belize et le Guatemala pour soumettre les revendications territoriales, insulaires et maritimes du Guatemala vis-à-vis de notre pays à la Cour internationale de justice. Nous espérons qu'ainsi nous pourrons accélérer le processus pour mettre définitivement un terme aux revendications territoriales sans fondement qui ont affligé notre région pendant trop longtemps. Nous vous remercions, Monsieur le Président. Je remercie le procureur général du ministère